bien, bonjour, nous sommes au Parc des Princes et c'est aujourd'hui l'Ericsson Day, la 7e conférence organisée par Ericsson à Paris. Et je suis en compagnie de Franck Boitard qui est PDG d'Ericsson France. Franck Boitard, bonjour. Bonjour. Alors, donc c'est la 7e conférence Ericsson Day à Paris, au Parc des Princes, un lieu mythique pour la 5G, c'est un peu normal. La 5G, on en parle déjà depuis un petit moment et je crois qu'on va en parler encore assez longtemps. Et puisqu'on est aujourd'hui à cette conférence, est-ce que vous pourriez nous donner, je dirais, une ou deux applications qui soient un petit peu sexy, qui sortent de l'ordinaire et qui nous fassent rêver? Alors, durant cette Ericsson Day, donc bien sûr, on a eu des plénières, on a différents ateliers techniques et on a des démonstrations. Ici, au Paris Saint-Germain, ce qu'on a mis en place, c'est un réseau 5G complet où on fait différents types de démonstrations. Je vais en citer deux. Une première, c'est on fait un concert virtuel avec des joueurs qui sont dans des salles différentes. Et on rapatrie tout ça à travers un flux vidéo dans une salle unique où la musique est jouée et on ne voit pas le fait que les gens ne sont pas dans cette salle. Et grâce à des aspects holographiques, on voit également les joueurs jouer dans la salle. Et au niveau musique, la latence permet de absolument pas voir qu'ils sont distants. Et le chef d'orchestre, il est où lui finalement? Il n'y en a pas, ils sont entre eux, ils ont les retours en temps réel. Donc on peut imaginer dans le futur faire des orchestres qui sont distants en réalité virtuelle. Oui. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qu'on démontre là. On démontre aussi de façon complètement concrète un jeu de réalité virtuelle pour jouer une balle aux prisonniers très simple dans de la réalité virtuelle avec des gens qui sont à distance. Donc c'est pour montrer un petit peu ce qui va être faisable à faire dans le terme du gaming au niveau réalité virtuelle. Très bien. Alors bon, sachant qu'il n'y a pas que des applications dans le domaine du jeu, d'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard. Alors on pense que la 5G c'est pour dans plus tard, hein, c'est pas pour tout de suite. Puis en fait Verizon aux États-Unis a annoncé sa mise en service locale, hein, pas partout aux États-Unis, mais enfin dans certaines villes. D'ailleurs vous êtes partenaire de Verizon. Est-ce que finalement ça veut dire qu'on y est dans la 5G? Bon alors, d'abord, Ericsson n'est pas une société de marketing. Donc, quand on commence à parler de quelque chose, c'est qu'on est proche de l'événement. Ma directrice de la communication, l'année dernière, m'a poussé à en parler déjà il y a un an, la 5G. Je lui ai dit non, on n'est pas prêt. Donc, si on le fait cette année, c'est que maintenant, on sent que les choses sont prêtes. On voit les pilotes se mettre en œuvre, on voit les premières commercialisations se mettre en œuvre. Alors, en ce qui concerne la vitesse à laquelle ça va se déployer, il y a un peu de disparité suivant les régions du monde et les continents. Donc clairement, les États-Unis ont pris un peu d'avance puisque Verizon vient de lancer la 5G au début octobre, le 2 octobre exactement, dans un cas d'usage particulier qui est le remplacement de la fibre à la connectivité à l'abonné, que ce soit grand public ou entreprise. L'Asie va suivre probablement dans les premiers trimestres 2019, surtout en Corée où la Corée est politiquement très volontariste. La Corée du Sud. Corée du Sud, bien évidemment. Corée du Sud, bien évidemment. Et puis ensuite, l'Europe, on voit les premières mises en œuvre commerciales arriver quelque part deuxième partie 2019, pas plus tôt, parce que les fréquences doivent être libérées dans beaucoup de pays dans ce qu'on appelle le mid-band. Il y a un peu de disparité, mais l'Europe est probablement 6 mois à 1 an en retard par rapport au reste. Donc on va essayer de mettre les bouchées doubles. Voilà, on va mettre les bouchées doubles, mais il faudrait surtout accélérer la libéralisation des fréquences. Alors aujourd'hui, vous avez présenté en fait les grands business cases, les cas d'usage de la 5G, et donc vous avez fait une étude sur la période 2018-2026. Vous prévoyez un business de 800 milliards de dollars. Une augmentation de revenus. Voilà, supplémentaire. Pour les opérateurs. Hein. Pour les opérateurs. Et cette répartition, en fait, c'est 100 milliards pour le très haut débit, 100 milliards pour l'accès sans fil et 600 milliards pour ce dont on ne parle pas encore trop finalement, qui va se développer avec la 5G. C'est ce que vous appelez le Massive IoT, donc je traduis IoT massif, et puis la connexion critique entre les machines. Est-ce que vous pourrez nous expliquer un petit peu ça? Alors d'abord, effectivement, 100, 100 et 600. Les 100 qui sont sur l'Internet très haut débit, qui est la continuité de la 4G, dans ce domaine-là, il y aura bien sûr des nouvelles applications et des nouveaux services. Malheureusement, ce n'est pas sûr qu'ils soient facilement monétisables. Donc le bénéfice pour les opérateurs, c'est surtout je vais transporter plus de volume avec moins de coûts. Dans la partie accès fixe sans fil, hein,
Là, on pense que c'est à peu près 100 milliards de dollars. Là, c'est le remplacement de certaines finalités en fibre. Et par contre, dans la partie Critical IoT et Massif IoT, là, on voit 600 milliards de dollars. C'est bien évidemment là qu'est la plus grosse croissance potentielle, mais c'est aussi là qu'est la plus difficile à aller chercher. Car on va transformer des business models d'industrie entière et créer des nouveaux écosystèmes. Et on va devoir trouver des solutions dans cet écosystème. Je vous donne là, des exemples. On est plutôt dans le B2B là. Là, on est très B2B. Ouais, le premier cas d'usage était B2C, le deuxième est B2C ou B2B, puisque c'est le remplacement de la fibre. Mais après Massive IoT et tout ce qui est Critical IoT, c'est du B2B. Des exemples concrets de ça, je peux en prendre plusieurs. Vous imaginez par exemple des camions qui sont sur l'autoroute, on les met en platooning, les uns derrière les autres. Et puis celui qui n'est pas devant ne conduit plus, seul celui qui est devant conduit. En 4G, on sait faire, on laisse 15 mètres entre les camions. En 5G, on met 5 mètres. Et à ce moment-là, tous les camions qui sont derrière consomment 20% de moins d'énergie. Ça s'appelle un train, non? On s'appelle un train de camion, on l'appelle platooning parfois. La vraie question, c'est, on voit très bien où est l'économie, on peut la calculer l'économie. La question, c'est qui va la monétiser? Est-ce que c'est l'autoroute qui va mettre en place un réseau et qui va vendre ce service aux camionneurs? Est-ce que c'est Scania ou un autre camionneur qui va lui-même construire cette technologie et monétiser dans le camion? Est-ce que c'est un opérateur de certaine valeur? Donc là, à chaque fois, c'est des écosystèmes dans lesquels il y aura beaucoup d'acteurs et on ne sait pas qui fera quoi exactement. Exactement. Ouais. Bon, c'est un exemple, on a plein d'exemples comme ça sur lesquels on pourrait passer un peu de temps, mais on n'a peut-être pas le temps. Alors, dernier point, vous, Ericsson, évidemment, on l'a bien compris, hein, vous êtes très actif dans la 5G, c'est un peu votre futur à vous, et vous êtes très actif à la fois en termes de normalisation, en termes d'expérimentation, de mise en œuvre, de partenariat. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu où est-ce que vous en êtes dans tout ça? Donc d'abord, le plus important sur lequel on est travaillé depuis 3 ans, c'est la normalisation. On a participé à 4 ou 5 organes régionaux de normalisation dans le monde, de façon à surtout éviter que ça diverge. Parce que les technologies mobiles se sont développées, l'industrie s'est développée parce qu'il y avait une norme mondiale. Et on a permis à trouver des économies d'échelle, et aujourd'hui on a atteint des milliards et des milliards d'abonnés. Donc on a fait l'effort de standardiser le plus possible. La standardisation est terminée depuis juillet 2018. Donc ça, c'est clos et il y aura un standard mondial. Ensuite, on a travaillé sur tout ce qui était recherche et développement et sortir nos lignes de produits. Donc notre ligne de produits radio, la nouvelle ligne de produits radio qui est sortie depuis début 2018 est compatible 5G et évolutive 5G. Donc les produits sont déjà sur le marché. Ensuite, on a également travaillé énormément avec l'écosystème terminaux, de façon à ce que le jour où la 5G arrive au niveau du réseau, vous ayez dans votre poche un terminal 5G. Autrement, ça ne sert à rien, au moins au niveau grand public. Pour ça, on a travaillé avec des sociétés de chipsets comme Qualcomm, Intel et autres, et on a fait des tests d'interopérabilité dans un environnement ouvert pour maximiser l'écosystème. Et dernière chose, on a aussi beaucoup travaillé sur l'écosystème réseau. Donc pour ça, on s'est associé avec à peu près 40 opérateurs pour faire des tests, des validations. On s'est associé avec 45 universités dans le monde pour pouvoir travailler sur la recherche et développement. Et on s'est associé avec 22 industriels avec qui on travaille sur justement identifier des nouveaux business models et business case ou use case dans le domaine de la 5G. Donc voilà où on en est aujourd'hui et on commence à lancer les premiers pilotes et les premières commercialisations. Et pour conclure, vous pensez qu'en France, les premiers lancements de la 5G seront pour quand? Les fréquences ne seront libérées dans ce qu'on appelle le mid-band 3,5 GHz, pas avant l'été. Donc on peut faire plein de pilotes jusqu'à l'été, mais en été 2019, c'est à partir de là uniquement que les bandes seront exploitables. Donc les services ne pourront pas être lancés avant la deuxième partie de 2019. Très bien. Au moins en France. Je crois qu'on aura de toute façon l'occasion d'en reparler. Franck Bouettard, merci beaucoup. Merci beaucoup.